À mon retour d'une visite tranquille chez un vieil ami, je m'attendais à trouver la lumière du porche allumée et le bourdonnement chaleureux de la maison qui m'attendait derrière la porte. Au lieu de cela, j'ai découvert que ma vie était emballée et jetée comme une poubelle. Ma lampe était posée de côté sur le paillasson. Ma valise était posée contre les buissons, à moitié ouverte. Au-dessus de tout cela, collé sur un cadre photo de moi et de mon fils, se trouvait un morceau de papier plié. 6 mots. Aucun avertissement. Aucune explication. Juste un effacement silencieux. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que quelque chose de plus profond que la trahison s'était produit. Il ne s'agissait pas seulement d'être poussé dehors. Il s'agissait d'être remplacé, sans arrière-pensée. Vous êtes-vous déjà retrouvé sur le pas de votre porte et avez-vous réalisé que vous n'y apparteniez plus? L'air était calme ce soir-là, le genre de calme avant un orage. Je n'étais parti que quelques jours pour rendre visite à un vieil ami dans le nord de l'État. Rien de dramatique, pas de dispute, pas de tension persistante du moins, rien que je m'étais permis de ressentir. La maison était calme quand je suis parti. Brendan m'a même serré dans ses bras dans la voiture. Kayla a dit qu'elle arroserait le jardin. Mais alors que je sortais du covoiturage pour entrer dans l'allée, quelque chose clochait. La lumière du porche n'était pas allumée. Les fenêtres étaient sombres. Et puis je l'ai vu. Ma valise était soigneusement posée à côté d'un bac de rangement en plastique. Sur le dessus se trouvait un oreiller que j'avais cousu moi-même il y a des décennies, dont les bords étaient effilochés par le temps. Ma lampe de nuit. 2 photos encadrées, l'une de mon défunt mari, l'une de nous 3 lorsque Brendan était à l'université. Et à côté d'eux, pliée une fois et épinglée sous un aimant, se trouvait une note. L'écriture de Brendan. Désolé, maman. Il n'y a plus de place pour toi. Aucune ponctuation. Aucune signature. Je suis resté immobile pendant un long moment. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas frappé. Il n'y avait rien à dire. J'ai soulevé ma valise, j'ai soigneusement placé les photos à l'intérieur, j'ai glissé la lampe sous mon bras et je me suis éloigné de la porte sans me retourner. Mes pas n'ont pas résonné. Personne n'a ouvert le rideau. Le silence était plus fort que des cris ne pourraient jamais l'être. Au coin de la rue, je me suis arrêté et je me suis retourné une seule fois. Le porche était encore sombre. J'ai continué à marcher. J'ai passé cette première nuit sur un banc près du jardin communautaire, à quelques pâtés de maison de la maison. Ce n'était pas l'endroit le plus confortable pour se reposer, mais je n'étais pas encore prêt à appeler qui que ce soit. J'avais besoin de silence, pas du silence froid d'une porte verrouillée, mais du silence doux et sans prétention qui règne dans l'air du petit matin et dans le bruissement des feuilles d'érable. Le jardin a toujours été mon lieu de calme. Il y a des années, avant que Kayla n'entre en scène, Brendan m'a aidé à construire un bac à compost là-bas. Je lui ai appris à tailler les herbes sans endommager les racines. Je l'amenais ici après l'école quand il était petit. Maintenant, j'étais assis au même endroit, plus vieux, plus raide, mais essayant toujours de rassembler les pièces du puzzle. Le soleil commençait à peine à se lever lorsque je me suis dirigé vers l'arrêt de bus le plus proche. Je n'avais pas de destination claire. J'avais juste besoin de bouger. Vers le milieu de la matinée, je me suis retrouvé à passer devant une rangée de maisons de ville non loin du parc. L'un d'eux me semblait familier. Brendan et Kayla avaient parlé de la possibilité de déménager là-bas un jour. Il s'agissait d'un développement plus récent, avec de larges fenêtres et des balustrades polies. Et puis je les ai vus. À travers les rideaux transparents du meuble d'angle, j'ai repéré Brendan debout près de la table à manger. Kayla était assise en face de lui, feuilletant un dossier. Leurs têtes étaient proches, leurs expressions concentrées. Kayla a ri. Brendan eut un sourire crispé. Elle brandit quelque chose, cela ressemblait à une brochure immobilière. Une grande photo d'une cuisine était visible, avec des comptoirs blancs brillants. Elle le montra du doigt avec enthousiasme. Brendan détourna le regard. Il prit une tasse, la porta à ses lèvres, mais ne but pas. Ses yeux se sont dirigés vers la fenêtre et, pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il me voyait. Mais il n'a pas réagi. Peut-être qu'il ne regardait rien du tout. Kayla dit autre chose, et Brendan hocha lentement la tête. Ses épaules s'affaissèrent, comme lorsqu'il était adolescent et qu'il ne voulait pas discuter. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé. Tous les petits moments des derniers mois reviennent comme des pièces de puzzle qui se mettent en place. L'époque où Kayla a insisté pour s'occuper des factures de services publics.
La façon dont Brendan évitait de parler de la maison chaque fois que j'en parlais. L'étrange courrier avec son nom mais mon adresse. Les petites hésitations dans sa voix. J'avais raté les signes. Ou peut-être avais-je choisi de ne pas les voir. Je suis resté là jusqu'à ce que le rideau bouge légèrement, comme s'il était effleuré par le vent. Mes jambes étaient lourdes tandis que je m'éloignais, non pas à cause de l'épuisement, mais à cause d'un poids croissant que je ne pouvais pas encore nommer. Il n'y a pas eu de confrontation ce jour-là. Ne frappez pas sur la vitre et ne criez pas à travers la porte. Juste la réalisation silencieuse que quelque chose de délibéré s'était déroulé dans mon dos. Ce n'était pas une décision prise sous le coup de la colère. C'était planifié, calculé. Et j'ai été le dernier à le savoir. J'ai marché plus loin que nécessaire et je me suis retrouvé au bord du lac près de la bibliothèque. La surface de l'eau était immobile. Je me suis assis sur le mur de pierre et j'ai laissé le silence s'installer en moi. Je n'ai pas pleuré, mais pour la première fois depuis que j'avais lu cette note, j'ai commencé à me demander quelle était la profondeur réelle des dégâts et à quelle époque ils remontaient. Le lendemain matin, je me suis dirigé vers la bibliothèque publique, non pas pour les livres, mais pour les prises électriques et le calme. Mon téléphone est tombé en panne pendant la nuit. Je n'avais pas apporté de chargeur, pensant que je serais déjà à la maison. J'ai trouvé un coin près de la fenêtre, j'ai branché le téléphone et je l'ai laissé vibrer à nouveau. Une seule notification clignotait sur l'écran. Un appel manqué. Brendan. Pas de messagerie vocale, pas de SMS, juste l'horodatage vers 23h42 la veille. Je l'ai regardé pendant un moment. Il n'avait pas donné suite. J'ai fermé l'écran et glissé le téléphone dans ma poche. Une voix familière rompit le silence, quelqu'un prononça mon nom, doucement au début, puis plus clairement. Je me suis retourné et j'ai vu Martina Wilkes. Nous ne nous étions pas vus depuis presque 6 ans. Elle avait été une collègue à moi lorsque je travaillais dans le domaine de l'assurance juridique, intelligente, à la langue bien pendue, le genre de femme qui lisait les petits caractères à la loupe et ne manquait jamais une échéance. Elle avait toujours porté sa confiance comme une armure. Nous nous sommes brièvement embrassés. Elle m'a demandé ce qui m'avait amené ici. J'ai donné une réponse vague, juste pour passer le temps. Elle hocha la tête, sentant que je n'étais pas prêt à tout cracher. Elle nous a proposé du café provenant de la machine au bout du couloir, et nous nous sommes assis près de la fenêtre latérale. Après quelques discussions légères sur le vieillissement des genoux et la politique, elle s'est penchée. Elle m'a dit qu'elle avait croisé Kayla il y a une semaine lors d'une soirée immobilière locale. Saïd Kayla était tout sourire, parlait de projets pour la maison, et pourrait peut-être la mettre en vente prochainement. Un nouveau développement s'ouvrait, et elle et Brendan l'examinaient. Martina a supposé que j'avais déjà réduit mes effectifs et déménagé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Martina lisait mon visage comme un document en cours d'examen. Elle s'est redressée. Quelque chose ne va pas, dit-elle. J'ai hoché la tête lentement, laissant le silence le confirmer. Martina m'a demandé si j'avais accès au titre de propriété de la maison. J'ai dit, avant, je le faisais. Elle m'a encouragé à vérifier les détails de propriété. Elle a déclaré qu'elle avait déjà géré un cas où une belle-fille avait une procuration, l'avait échangée discrètement, avait installé sa belle-mère dans une résidence assistée et avait retourné la maison en moins de 6 semaines. J'ai senti la couleur quitter mon visage, mais pas à cause de la peur. De la reconnaissance. J'avais ignoré tant de moments. Kayla propose de gérer la facture d'eau. Brendan oublie de me remettre l'avis d'assurance. Le chéquier manquant au printemps dernier. Ce n'était pas des accidents. Martina a proposé son aide. Elle continuait à consulter à temps partiel des femmes en transition familiale compliquée. Elle avait vu trop de mères chassées de chez elle par la paperasse et des mensonges polis. Elle m'a tendu sa carte, même si j'avais déjà son numéro enregistré au fond d'un vieux carnet à la maison. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Elle n'a pas insisté. C'était ça le truc avec les vieux amis. Ils ont donné de l'espace sans explication. Plus tard dans la journée, je suis allé au bureau de poste et j'ai loué une petite boîte. Mon nom. Mon adresse. Même s'il ne s'agissait que d'un tiroir en métal dans un bâtiment fédéral, un endroit où rediriger tout ce que Kayla ou Brendan pourraient encore essayer de réclamer. Ce soir-là, alors que je regardais le soleil s'étendre sur le trottoir devant le refuge où je m'étais enregistré, j'ai ressenti quelque chose de différent de la tristesse. Une sorte de clarté tranquille. La tempête n'était pas terminée. Mais maintenant,
je me tournai enfin vers lui pour y faire face. La clé fonctionnait encore. Je n'avais pas mis les pieds dans mon ancien atelier depuis plus de 5 ans, mais ma main se souvenait, reconnaissait le tour, la légère résistance dans la serrure, la légère poussée pour ouvrir la porte déformée. L'espace au 2e étage, au-dessus de l'ancienne librairie, était l'endroit où je rencontrais mes clients, à l'époque où je travaillais à temps partiel comme consultante pour les demandes d'indemnisation des assurances, après le décès de Richard, lorsque la maison m'est apparue trop chargée de souvenirs. J'avais conservé le bail de cet endroit pour en faire une sorte de refuge tranquille. Personne d'autre que Martina et moi n'y venait jamais. L'air sentait comme si le temps s'était replié sur lui-même, poussière et huile de citron, une légère trace d'encre d'imprimante et de lavande séchée provenant du sachet que j'avais laissé dans un tiroir. Je marchais lentement, touchant le bord de l'étagère, passant mes doigts le long du vieux bureau que j'utilisais autrefois pour trier les documents d'assurance et les formulaires de pension pour les veuves qui n'avaient personne d'autre pour les aider. Dans le placard du fond, sous une pile de chemises en papier craft et une tasse de Noël défraîchie, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin, l'acte original, la copie notariée du titre de propriété. Tout était encore à mon nom. Brendan n'était mentionné nulle part, pas même comme bénéficiaire. Je me suis assis à mon bureau et j'ai tout étalé devant moi. Il y avait plus. J'ai trouvé le contrat de copropriété que Richard et moi avions rédigé lors de l'achat de la maison. Il stipulait explicitement qu'en cas de décès de l'un de nous, l'autre conservait tous ses droits. Brendan n'avait jamais été ajouté, ni même évoqué. Nous voulions qu'il fasse sa propre vie, pas la nôtre. Puis vint la pile de factures que j'avais gardées par habitude, eau, électricité, poubelle. J'ai parcouru les plus récentes que j'avais rapportées de la maison. Elles étaient toutes adressées à Kayla. Mon nom avait été effacé. Ça n'avait pas été progressif. Ça avait été rapide, discret, chirurgical. Une copie d'un formulaire de demande de service public avec une fausse signature se trouvait en haut d'une enveloppe. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas mon écriture. Ils avaient déjà commencé à me remplacer. Pas seulement dans la maison, mais sur papier, comme si je n'avais jamais existé. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai ouvert le petit coffre-fort ignifuge que je gardais sous le bureau et j'y ai placé l'acte de propriété et l'ancien contrat. J'y ai ajouté une copie de ma pièce d'identité et la dernière déclaration de revenus qui mentionnait encore la propriété à mon nom. Puis je l'ai verrouillé. J'ai regardé autour de moi une fois de plus. Pas de photo de Brendan ici, juste une photo de Richard et moi à une collecte de fonds, tous deux en train de rire, tous deux en train de vivre. J'ai refermé doucement la porte derrière moi, non pas par crainte qu'elle ne claque, mais parce que quelque chose de sacré venait d'être perturbé. Ils pensaient que j'étais sorti. Mais ils ignoraient ce que je détenais encore non seulement légalement, mais aussi en souvenir, en résolution et en preuve. Le lendemain matin, je me tenais tranquillement au passage piéton devant le bureau de Martina, serrant une enveloppe sous mon manteau. Autour de moi, la ville bourdonnait de vie, des gens passaient devant moi, tasses à café et écouteurs aux oreilles, pensant à leurs réunions, à leurs courses, et à rien de comparable à ce que je portais dans mes mains. Ils ignoraient que j'avais été effacé lentement et délibérément, mais moi, je le savais. Martina m'a accueilli avec son air familier et pragmatique. Son bureau sentait encore l'huile essentielle de lavande et le papier à photocopier, exactement comme dans mes souvenirs. J'ai étalé les documents sur son bureau sans un mot, l'acte de propriété, le contrat de copropriété datant de plusieurs décennies, les fausses demandes de services publics, les déclarations d'impôts ou les morceaux de moi qu'ils avaient tenté de découper. Martina ne broncha pas. Elle parcourut chaque page lentement, la feuilletant 2 fois, puis se laissa aller au fond de sa chaise. « Ce n'est pas une erreur, dit-elle. Ils préparent le terrain pour vous destituer, et je pense qu'ils savent que vous ne vous défendrez pas. » Ces mots ne m'ont pas blessé. Ils se sont simplement installés dans un espace vide depuis longtemps, un espace où j'avais été autrefois quelqu'un qui agissait, qui calculait les risques, qui parlait avec assurance. Elle a pris son téléphone et a appelé pour demander un service. En quelques minutes, elle avait trouvé un nom, H. Sterling, un avocat spécialisé en droit successoral à la retraite, autrefois spécialisé dans la protection du patrimoine des femmes âgées. Selon Martina, elle ne se contentait pas de lire les contrats. Elle lisait les gens. 2 jours plus tard, je me trouvais sur le porche du bureau d'Ashby. La maison était petite, rangée et calme. Une balançoire en bois blanc se balançait au vent, et les rideaux de la fenêtre de devant bougeaient, comme si quelqu'un venait de passer devant. Ashby m'accueillit d'un hochement de tête calme et me conduisit à l'intérieur. Elle était plus âgée que moi,
peut-être 5 ans, avec des cheveux argentés courts et une présence qui n'avait pas besoin d'encombrer l'espace pour s'imposer. Je lui ai tout donné. Elle a lu lentement. Ses yeux bougeaient comme les mains d'un chirurgien. Quand elle eut terminé, elle croisa les doigts et dit d'une voix égale. Rien de tout cela ne change le fait que vous demeurez l'unique propriétaire légal. Le transfert des services publics, la redirection du courrier, le changement d'adresse numérique, tout cela est circonstanciel. Ce n'est pas un transfert légal. Mais s'il tente de l'utiliser pour obtenir une vente ou un refinancement, cela devient une fraude. J'ai hoché la tête, sentant la chaleur revenir sur mes joues. Je n'avais même pas réalisé à quel point j'avais eu froid. Ashby m'a expliqué les étapes suivantes. Une lettre officielle de cessation et d'abstention. Notification au bureau du greffier du comté pour signaler toute tentative de transaction. Documentation déposée avec une restriction souple qui retarderait tout mouvement non autorisé du titre. Ce n'était pas spectaculaire, mais efficace. Nous avons tout imprimé ce jour-là. J'ai signé avec un stylo qui ne tremblait pas. Martina a demandé à un coursier de livrer une enveloppe scellée au bureau de Brendan et une autre au dernier lieu de travail connu de Kayla. Ashby a également suggéré de déposer un mémorandum de protection auprès du conseil de quartier. Cette mesure alerterait les agents immobiliers, les cabinets d'avocats et les banques du quartier. Toute réclamation concernant la maison ne provenant pas de moi devait être traitée avec prudence. Cela ne les arrêterait pas complètement, mais cela les ralentirait. Cet après-midi-là, je me tenais dans le couloir du bureau d'Ashby, attendant qu'on me conduise. J'ai jeté un coup d'œil dans le miroir accroché près de son porte-manteau. J'avais l'air fatigué. Mais derrière mes yeux, quelque chose de nouveau s'était installé, une stabilité. Une limite avait été fixée. Ils n'avaient pas tout pris. Ils avaient simplement tenu mon silence pour acquis. Et cette erreur, ils finiraient par la regretter. À la fin de la semaine, toutes les lettres avaient été envoyées. Une par coursier au cabinet d'avocat de Brendan, en centre-ville. Une autre au bureau de Kayla, à la clinique de bien-être, où elle gérait les plannings et les finances. Une autre copie avait été déposée au bureau du comté, signalée et scellée. Je n'avais adressé la parole à aucun d'eux depuis que j'avais quitté la maison ce matin-là avec ma valise. Puis, un mercredi après-midi tranquille, mon téléphone s'est mis à sonner. Le nom de Brendan a clignoté sur l'écran. Je l'ai laissé sonner. Encore. Et encore. Pas de messages vocaux, pas de SMS, juste des appels répétés, espacés comme s'il espérait me prendre au dépourvu. À la 6e tentative, un message de Kayla est enfin arrivé. Il était bref et concis. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin. Je suis resté longtemps avec ce message, sans y répondre. Mais plus tard dans la soirée, j'ai envoyé une ligne. Tout a une raison. Ça aussi. Je savais que le silence serait plus fort que n'importe quelle explication. Le lendemain matin, je suis passé dans mon ancien quartier juste après le lever du soleil. Je ne suis pas allé à la maison. J'ai juste longé le trottoir près du parc, passant devant le jardin où j'emmenais Brendan quand il était petit. Je pouvais voir le jardin de loin. Les stores étaient tirés. À midi, Martina m'a appelé. Brendan avait envoyé un courriel à la boîte mail générique de son cabinet, demandant si les documents étaient valides. Ashby répondit elle-même, avec professionnalisme et concision. Elle confirma que la mise en demeure était active. Elle indiqua son numéro de permis et proposa de l'orienter vers les registres fonciers s'il avait besoin d'une confirmation indépendante. Il n'y avait aucune menace légale, aucune accusation, juste une clarté absolue. Ce soir-là, Brendan s'est présenté à mon studio. Il a frappé, puis a attendu longtemps. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir son visage. Son regard était fatigué, moins en colère que confus. Il m'a demandé si on pouvait parler. Je me suis écarté, non pas pour lui souhaiter la bienvenue, mais pour lui montrer que je n'avais pas peur. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la pile de papier sur ma table. Il m'a dit qu'il n'était pas au courant de tout. Que Kayla avait pris les choses en main parce qu'elle pensait que j'avais besoin de repos. Que la situation ne devait pas dégénérer à ce point. Je n'ai pas interrompu. Finalement, j'ai posé une question, non pas en tant que mère, mais en tant que femme parlant à un homme adulte qui aurait dû mieux savoir. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Il regarda le sol. Sa réponse vint lentement, chaque mot étant chargé de quelque chose de plus lourd que le regret. Parce que je ne voulais pas de conflit. Parce que c'était plus facile de prendre du recul.
parce que je ne pensais pas que tu réagirais. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de la lâcheté. Il ne l'avait pas choisi plutôt que moi. Il avait choisi le silence plutôt que l'inconfort. Et cela, je le réalisais, était une sorte de trahison. Il m'a demandé s'il pouvait faire quelque chose maintenant. Je lui ai dit que les lettres avaient été envoyées, les alertes enregistrées, que le titre n'était plus vulnérable, que la maison n'était plus en cause. Je ne lui ai pas tout dit, mais je lui en ai dit assez. Quand il est parti, j'ai refermé doucement la porte derrière lui, ni par rage, ni par chagrin, juste avec une certitude tranquille. Celle qu'on porte en soi quand on a déjà perdu l'illusion de la famille et qu'on a trouvé quelque chose de plus stable à sa place, soi-même. Les jours suivants passèrent sans un mot de Brendan ni de Kayla. Je ne m'attendais pas à des excuses. Je ne m'attendais certainement pas à de la compréhension. Mais je m'attendais à un mouvement, à une réaction. Et quand c'est arrivé, c'était calculé. Samedi matin, un coursier est arrivé. Une enveloppe blanche avec mon nom soigneusement tapé. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une lettre d'une agence immobilière, mais elle ne m'était pas adressée. Elle était adressée à Brendan et Kayla. Une copie carbone d'un formulaire de demande de renseignements internes était jointe, demandant des documents pour l'évaluation préalable de la maison. Ma maison. Je n'ai pas paniqué. J'ai appelé Martina. Elle m'a retrouvé à mon studio 1 heure plus tard, a parcouru la lettre et a juré dans sa barbe. Nous savions tous les deux exactement ce que cela signifiait. Ils essayaient de tester le système, de contourner les alertes placées par HB espérant peut-être que personne ne s'en apercevrait. Une tentative discrète. Un autre mouvement de l'ombre. Martina était prête. Elle a appelé HB et lui a transmis les documents. En quelques heures, HB a déposé une demande de restriction de 2e niveau auprès du bureau des propriétés et a directement signalé l'agent immobilier par une notification légale. Toute nouvelle tentative de recherche d'informations sur la maison nécessiterait désormais une autorisation directe de ma part, notariée et certifiée. Le mur autour de ma maison était désormais renforcé. Pourtant, cette audace me stupéfia. Non seulement cette tentative de m'effacer de l'acte, mais aussi de faire comme si je n'avais jamais compté. Comme si les années passées à construire cette maison ou l'amour déversé dans ses moindres recoins pouvaient être effacées par une signature forgée par commodité. Cette nuit-là, j'ai dormi légèrement. Dimanche après-midi, Brendan est revenu. Il n'a pas frappé, il est resté devant la porte jusqu'à ce que je lui ouvre. Son regard était plus serré cette fois au pas du désespoir, plutôt de la stratégie. Il m'a demandé si on pouvait parler. J'ai hoché la tête, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il est resté sur le porche. Il a dit que Kayla avait fait une erreur, que les choses étaient allées trop vite, qu'elle avait peur que je riposte et que je rende tout public. Il n'arrêtait pas d'utiliser des termes comme « malentendu »,« oubli »,« manque de communication ». Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai laissé le silence agir plus que n'importe quelle dispute. Puis je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit ce que je pensais depuis le début. Tu le savais. Tu l'as toujours su. Et tu as laissé faire parce que ça te faisait du bien. Il n'a pas discuté. Il a dit qu'il ne voulait pas en arriver là. Qu'il était fatigué. Que se tenir entre Kayla et moi était impossible. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a changé pour de bon, parce que je l'ai enfin vu clairement. Il n'avait pas été manipulé. Il n'avait pas été piégé. Il avait fait un choix. Non pas parce qu'il me détestait, mais parce que se tenir à mes côtés aurait exigé du courage. Et le réconfort était plus facile que le courage. Je l'ai remercié d'être venu. Puis j'ai refermé la porte, sans colère ni amertume, simplement avec la détermination de quelqu'un qui avait vu la vérité dévoilée et ne pouvait plus faire semblant de ne pas la voir. Le brouillard matinal était bas tandis que je traversais la rue pour me rendre au bureau de Martina, un sac de scone à la main et une profonde résolution au cœur. Quelque chose me disait que les choses n'avaient pas fini de se dégrader. Et j'avais raison. Martina se tenait près de sa fenêtre quand je suis entré. Elle ne s'est pas retournée pour me saluer. Elle a juste brandi un dossier épais de pages imprimées et a dit calmement. Je pense que nous avons un problème. Elle étala les papiers sur son bureau. Le premier était une copie numérique d'une demande de préapprobation de prêt auprès d'une banque régionale. Il y avait le nom de Brendan dessus et le mien. À côté de la mienne, une signature étrangement familière. Mais ce n'était pas la mienne. C'était une copie bâclée de mon nom, glissée et déposée dans des cases que je n'avais jamais vues.
Martina avait extrait les documents d'un système de gestion des dossiers privés qu'elle utilisait pour certains clients. L'activité de Brendan avait déclenché une alerte. Il avait créé un compte en ligne sous un profil de copropriété, soumis de faux formulaires d'autorisation et tentait d'obtenir une ligne de crédit sur la maison. Les documents comprenaient une pièce d'identité scannée mon ancien permis de conduire et une facture de service public sur laquelle mon nom était à peine visible. Juste assez pour paraître authentique aux yeux d'une personne pressée, mais pas assez pour résister à un examen minutieux. Le visage de Martina était crispé. Ce n'est pas seulement de la manipulation. C'est criminel. Je m'assis. Mon estomac était immobile, non pas sous le choc, mais à cause d'une sorte de lassitude. Ils ne se contentaient pas de m'exclure de leur vie. Ils essayaient aussi d'effacer mon existence légale. Nous avons appelé Ashby. Elle est venue au bureau de Martina cet après-midi-là, un étui en cuir sous le bras, le regard perçant derrière ses lunettes. Elle a examiné les papiers, pris son temps, puis a dit d'un ton neutre. Il a créé une fausse piste d'autorisation. C'est une contrefaçon. S'il a soumis quoi que ce soit en ligne, c'est une fraude électronique. Ashby s'est déplacée rapidement. Elle a rédigé une plainte officielle auprès de la cellule d'enquête sur les fraudes de la banque, puis a déposé une notification auprès du parquet local en vertu du protocole de signalement secret. Elle a ensuite sorti un formulaire qui serait déposé auprès du conseil de quartier et du conservateur des biens immobiliers gelant toute transaction ou réclamation effectuée sous mon nom ou mon adresse, sauf vérification par moi-même, en personne. Un confinement silencieux. Brendan ne s'en rendrait compte qu'au moment où il essaierait de bouger à nouveau. Mais lorsqu'il le ferait, il se heurterait à un mur solide, construit de papier et de précision. Martina s'est assise à côté de moi pendant qu'Ashby travaillait. Sa voix était douce lorsqu'elle a dit. Certains fils prennent exemple sur leur mère. D'autres s'inspirent d'exemples différents. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de regarder par la fenêtre, observant deux moineaux se battre pour des miettes sur le trottoir. J'ai pensé à Brendan, petit garçon, courant sur ce même trottoir, avec son jean taché d'herbe et ses coudes écorchés. Et puis j'ai pensé à l'homme qui essayait maintenant d'écrire mon nom sur quelque chose qu'il n'avait pas mérité. À la fin de la journée, tout était classé. Ashby s'est assuré que les copies étaient stockées dans plusieurs systèmes, signalées par des alertes et étayées par des déclarations sous serment notarié. Je suis parti avec un dossier sous le bras et quelque chose de plus fort que la colère remplissant mes poumons. C'était la clarté. Il m'avait effacé du papier. Mais maintenant, je m'étais réinscrit. L'invitation est arrivée sous la forme d'un SMS de Brendan. Court. Poli. Presque trop poli. On a une discussion familiale samedi. J'espère que tu pourras venir. Il est temps de clarifier les choses. J'ai longuement fixé le message. L'expression « discussion familiale » restait affichée à l'écran, comme si elle avait encore un sens, comme si j'y appartenais encore. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai transmis le message à Ashby. Elle m'a répondu quelques minutes plus tard. Laisse-moi venir avec toi. Au cas où. Samedi après-midi arriva, avec un ciel gris et ce genre de vent qui vous fait serrer votre manteau sans réfléchir. Ashby vint me chercher dans sa berline bleu marine. Elle avait sa serviette, sa présence calme et une copie de la lettre de mise en demeure, notariée et reliée. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, volets blancs, porte rouge, jardinière pleine de pétunias luttant contre le froid. Mais tout semblait différent, comme entrer dans une réplique de votre vie construite par les mains de quelqu'un d'autre. À l'intérieur, le salon était décoré avec goût. Littéralement. Coussins moelleux, bougies allumées, plateau de fromage sur la table. Kayla se tenait près de la cheminée, vêtue d'un pull sur mesure, le sourire aux lèvres. Brendan nous a accueillis d'une poignée de main, son regard oscillant entre Ashby et moi. Il semblait nerveux, ni confus, ni en colère, juste préparé. Nous étions assis. Personne n'a touché à la nourriture. Kayla a commencé à parler, sa voix douce, comme si elle présentait un argumentaire. Nous savons qu'il y a eu des tensions ces derniers temps et nous voulions vous inviter ici pour avoir un dialogue ouvert et respectueux. C'est toujours ta maison aussi, dit-elle en désignant la pièce. Ashby fouilla dans sa serviette et y posa la lettre. Elle n'éleva pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. En fait, cette maison appartient exclusivement à ma cliente, Marjorie Lindell, dit-elle calmement. Elle en demeure la propriétaire légale sur tous les documents officiels.
Toute déclaration contraire a été formellement contestée et enregistrée. Il ne s'agit pas d'une discussion. C'est une confirmation. Le silence s'abattit. Brendan pâlit. Kayla cligna des yeux une fois, puis deux, le genre de clignement que l'on fait quand ses plans s'enlisent en plein vol. Ashby continua, aussi stable que du verre. Nous avons également connaissance de documents falsifiés transmis à plusieurs institutions. Ces documents ont été signalés et signalés. Des mesures complémentaires sont en cours. Pour l'instant, mon client se réserve le droit de porter plainte. La voix de Kayla a baissé d'une octave. Ce n'est pas comme ça que nous voulions faire les choses. Pour la première fois ce jour-là, je l'ai vraiment regardé et j'ai compris. Les fissures. La perte de contrôle. La prise de conscience que l'histoire qu'elle avait inventée venait de s'effondrer. Brendan ouvrit la bouche pour parler, mais s'arrêta. Il fixa simplement le document, les mains serrées. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de discours. J'ai juste dit. Tu as essayé de m'effacer de ma vie. Tu pensais que je ne le remarquerais pas. Puis je me suis retourné pour partir. Ashby la suivit. À la porte, elle marqua une pause, d'un ton égal. Si vous tentez à nouveau d'intervenir, des poursuites judiciaires seront immédiatement engagées. Dehors, le vent était plus froid, mais il était frais et purifiant. Nous n'avons pas parlé sur le chemin du retour. Ce n'était pas nécessaire. Parce que dans ce silence, quelque chose avait changé. Ils avaient voulu m'enterrer sous la paperasse. Mais je leur avais montré que j'étais toujours debout. Le lendemain matin, j'ai préparé un simple sac de voyage et je suis entré une dernière fois dans la vieille maison. J'avais encore les clés. Je détenais toujours le titre de propriété. Mes propriétés et appartenances n'ont jamais vraiment été la même chose, n'est-ce pas? Kayla était dans la cuisine, en train de laver la vaisselle avec une force inutile. Brendan était assis à la table à manger, les mains jointes comme un enfant attendant d'être grondé. Ils n'ont pas parlé. Je suis resté un moment sur le seuil, laissant le silence tracer ses propres limites. Alors je l'ai dit. Je vends la maison. Kayla se figea. Brendan leva les yeux, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. J'ai continué, la voix ferme. Ni par vengeance. Ni pour punir qui que ce soit. Juste parce que c'est le mien. Et je ne veux plus partager mon nom avec des murs qui m'ont oublié. J'ai posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait le contrat de vente, déjà signé. Ashby avait tout géré discrètement, avec la précision que seule une femme qui a tout vu peut avoir. La voix de Brendan se brisa. Mais, où vas-tu vivre? Je le regardai, sans méchanceté, mais sans douceur. Ce n'est plus ton problème. Il cligna des yeux et baissa les yeux. Kayla ne m'a pas regardé dans les yeux. J'ai vu le tremblement dans ses épaules mais je ne lui ai offert aucun réconfort. Le confort avait été dépensé. Il ne restait plus que la clarté. Alors que je me retournais pour partir, je marquai une pause. Il me restait une dernière chose à dire, la seule qui comptait. Le produit de la vente n'ira pas dans vos poches. J'ai vu la posture de Kayla se raidir. Brendan a expiré lentement. J'ai continué. J'ai versé la totalité de la somme à une fondation, un fonds pour les femmes de plus de 60 ans manipulées, rejetées ou réduites au silence par leur famille. Ce fonds les aidera à trouver un soutien juridique, un logement et la dignité. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas bronché. Martina sera la directrice générale. Ashby a accepté de superviser la conformité. J'ai pris une inspiration. Cette maison a bâti une famille. Mais les familles s'effondrent quand l'amour devient conditionnel. Alors je laisse tomber. Pas de menace. Pas de dispute. Juste un simple fait. Tu as fait de la place en me poussant dehors. Maintenant, je vais faire de la place à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis sorti, j'ai fermé doucement la porte derrière moi et j'ai marché sur le chemin comme s'il n'avait jamais été le mien. Le soleil s'était levé pendant que j'étais à l'intérieur. Je ne l'avais pas remarqué jusque-là. Le trottoir scintillait sous le gel précoce. Mon souffle s'embuait. Mais j'avais chaud. Une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas regardé en arrière. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai trouvé l'adresse de mon nouvel appartement.
Petit. Silencieux. À moi. J'ai ensuite appuyé sur « Envoyer » sur le communiqué de presse qu'HB avait rédigé. La fondation deviendrait publique cette semaine-là. Une annonce discrète au dos d'un bulletin d'information locale. Rien de tape à accent grave-l'œil. Mais je savais que quelqu'un le lirait. Et j'espérais qu'il resterait assis avec ce sentiment non pas de colère, mais de perte. Non pas parce que je leur avais pris quelque chose, mais parce qu'ils avaient enfin compris ce qu'ils avaient jeté. L'appartement était petit mais baigné de lumière matinale. La fenêtre de ma chambre était orientée à l'est, et chaque lever de soleil se déversait sur le rebord comme une promesse silencieuse. J'ai gardé les choses simples. Une petite chaise de lecture près de la fenêtre. Une photo encadrée de moi seul au bord de l'océan, prise il y a des années. Un plan de lavande dans un pot en terre cuite. Je l'ai appelé Miséricorde. Il n'y avait pas de télévision. Juste une radio, que j'allumais le soir pour écouter les stations locales, principalement du jazz et des bulletins météo. Au début, le silence semblait inhabituel. Pas vide. Juste neuf. Chaque matin, je préparais du thé, je lassais mes chaussures de marche et je sortais. Le chemin derrière le complexe menait à travers un sentier étroit bordé de pins bas. Je parcourais le même itinéraire tous les jours, saluant la femme qui courait dans la direction opposée avec son Golden Retriever. Nous n'avons jamais échangé un mot. Mais après quelques semaines, elle a souri la première. Certains jours, Martina venait nous rendre visite, apportant des pâtisseries et parlant des premières réactions à la fondation. Les dons étaient modestes mais constants. Une lettre est arrivée d'une femme de l'Utah qui avait lu un article sur le fond dans un bulletin d'information de l'église. Son histoire était douloureusement familière. Elle avait écrit « Merci d'exister ». Je l'ai lu 2 fois. La vieille maison avait été officiellement vendue. Kayla et Brendan avaient déménagé avant le transfert, comme l'exigeaient les documents déposés par HB. Ils n'ont plus donné suite. Il n'y a eu aucun appel, aucun SMS. Le silence ne m'a pas fait autant mal que je l'avais imaginé. Je n'avais plus l'impression d'être abandonné. C'était comme si c'était dans l'espace. Le soir, je commençais à écrire. Rien de formel, juste des pages de souvenirs et de pensées, cousues ensemble dans un carnet avec une couverture marron douce. Parfois, j'écrivais sur mon enfance. D'autres fois, j'ai écrit sur le silence, comment il peut être une arme ou un refuge, selon celui qui le détient. Un après-midi, un appel est venu d'un groupe de femmes de la ville. Quelqu'un avait transmis mon nom. Ils organisaient un séminaire sur l'autonomie des personnes âgées et recherchaient un conférencier ayant une expérience vécue. J'ai dit oui sans hésitation. Cette nuit-là, je me tenais à la fenêtre, regardant le parking. La lumière des lampadaires dessinait de longues ombres sur l'asphalte. Je ne me sentais pas petit. Je ne me suis pas senti effacé. Je me sentais simplement présent. Il y avait de la paix là-dedans. J'ai éteint la lumière, je me suis glissé dans mon lit et j'ai laissé le silence m'envelopper. Non pas pour m'isoler du monde, mais pour enfin m'entendre respirer. Un après-midi, alors que je réorganisais le petit meuble de rangement sous mon bureau, je l'ai retrouvé. La photo. Celle de la remise des diplômes de Brendan à l'université. Tout le monde était là, Brendan, Kayla, même ma belle-sœur du Nebraska. Le cadre avait toujours été trop grand pour la photo, alors j'avais l'habitude de garder une marguerite pressée dans le coin derrière la vitre. Mais ce qui m'a attiré cette fois-ci, c'est le bord de l'image. Je ne l'avais pas remarqué avant, ou peut-être avais-je refusé de le faire. Quelqu'un avait recadré la photo. Mon visage avait été découpé. Proprement. Ni déchiré, ni froissé. Ils viennent d'être retirés chirurgicalement, comme si je ne m'étais jamais tenu à leur côté. Je l'ai regardé pendant un long moment. Pas sorti du choc. Pas même de tristesse. Juste une reconnaissance. Je n'ai pas pleuré. Je ne l'ai pas jeté. J'ai simplement retiré la photo, je l'ai placée dans une pochette en tissu et je l'ai glissée dans une boîte en bois que je gardais au fond de mon placard. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient de vieilles clés. Un ruban du concours d'orthographe de mon fils en 5e année. Une carte d'anniversaire signée uniquement par l'enfant de Brendan, aucune mention de grand-mère, juste un dessin au crayon d'un ballon. J'ai fermé la boîte doucement. Pas de colère. Pas de chagrin. Juste du calme. Les gens pensent que la guérison est bruyante. Qu'il arrive comme le tonnerre. Mais parfois,
cela bouge comme un souffle, à peine là, silencieux et lent. Mais quand il arrive, il change tout. Je n'ai jamais effacé Brendan ou Kayla de ma mémoire. J'ai simplement choisi de ne pas centrer ma vie sur des gens qui m'avaient éliminé de la leur. Il y a de la force dans le fait de lâcher prise. Pas pour se venger. Pas par fierté. Mais pour plus de clarté. Pour la paix. Ce printemps-là, j'ai planté de la nouvelle lavande sur le rebord de la fenêtre. Elle fleurissait de manière inégale, tordue vers le soleil. Mais il a grandi. C'était suffisant. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas même une seule fois. Si cette histoire a trouvé un endroit tranquille en vous, je vous remercie de l'avoir écoutée. Tant de femmes traversent des années de silence avant de finalement se choisir. Vous êtes-vous déjà senti effacé, non pas en mots, mais en présence? Je vous invite à partager. Ou simplement à réfléchir. Votre histoire, comme la mienne, a du poids. Et parfois, en le racontant ou en l'entendant, nous commençons à fleurir à nouveau. Tranquillement. Régulièrement. À notre époque.